Oui, bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler des tumeurs à cellules claires. Tout d'abord, un petit point d'épidémiologie. Donc les tumeurs à cellules claires, elles se retrouvent principalement chez les populations originaires d'Asie du Sud-Est, mais également chez les populations caucasiennes. C'est des tumeurs qui sévissent principalement chez les femmes après la cinquantaine, donc après la ménopause. Elles peuvent être associées, alors moins que les tumeurs endométrioïdes, mais quand même à de l'endométriose. On peut aussi les retrouver associées à des syndromes de Lynch. Et point important à souligner, on peut aussi retrouver chez ces tumeurs parfois un syndrome paranéoplasique. Alors par syndrome paranéoplasique, c'est surtout soit une hypercalcémie, soit des thromboses veineuses. Petit mot maintenant sur la répartition des tumeurs à cellules claires. En fait, 99% des tumeurs à cellules claires, ce sont des carcinomes. Le reste, ce sera soit des tumeurs borderline à cellules claires, et encore moins fréquent, les adénofibromes, et non pas cystadénome, mais adénofibromes acéluclaires. Pourquoi? Parce que le contingent stromal fibreux sera largement prépondérant par rapport à la composante épithéliale. Alors maintenant, on va commencer par les lames. Donc ça, c'est une tumeur qui est extrêmement rare, et je vous la montre, c'est que pour vous que je la montre. Donc là, tout d'abord, ce qui nous saute aux yeux, c'est ce stroma, qui est largement prépondérant, qui est très hyalinisé. Et on note également la présence d'un contingent épithélial, minoritaire, d'architecture tubulo-kystique. À plus fort grossissement au niveau cytologique, cette fois-ci on observe des cellules qui ne présentent pas du tout d'atypistes nucléaire. On a un revêtement qui est unistratifié. Le cytoplasme il est peu abondant, plutôt éosinophile. Et c'est là, donc si vous avez vu les vidéos précédentes, on peut se poser la question d'un adénofibrome, soit endométrioïde, soit séreux. Donc pour faire, on va demander des immunohistochimies, donc on peut demander WT1 qui sera positif dans l'adénofibrome séreux et négatif dans l'adénofibrome endométrioïde. Et on peut également demander les récepteurs hormonaux RORP qui seront bien positifs dans les tumeurs dans l'adénofibrome endométrioïde et qui peuvent aussi être positifs d'ailleurs dans l'adénofibrome séreux. Et c'est là le plot twist dans ce cas puisque ces trois immunohistochimies vont revenir négatives. Et c'est là qu'il faut sortir le tiroir des tumeurs à cellules claires. On ne peut pas dire vraiment carcinome à cellules claires pour l'instant sur le peu de lésions, sur le peu d'images que je vous ai montré, puisqu'il n'y avait pas assez d'atypistes nucléaires, il n'y avait pas assez non plus de contingent épithélial. Et donc là, on peut se poser la question soit d'un adénofibrome, soit d'une tumeur borderline à cellules claires. Et donc là, ça c'était un cas qui avait été envoyé pour avis. Je vous recommande justement de les envoyer pour avis dans ce genre de situation. Et le réseau de relecture avait tranché sur ce cas plutôt sur une tumeur borderline à cellules claires. Bon, pour faire la différence entre un adénofibrome acéluclaire et une tumeur borderline acéluclaire, c'est plutôt une discussion d'experts pour le coup et je vous recommande du coup d'envoyer justement ces lésions en réseau de relecture. Alors maintenant, un petit point d'épidémiologie. Donc les carcinomes à cellules claires, ils représentent près de 10% de tous les carcinomes ovariens. Au niveau architectural, je vais y arriver. Au niveau des carcinomes à cellules claires, on a soit une architecture papillaire, soit une architecture un peu plus tubulo-kystique, soit une architecture solide. Dans la grande majorité des cas, on aura principalement une architecture tubulo-kystique. On retrouve aussi donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une architecture papillaire avec de fins septa qui peuvent être assez fréquemment d'ailleurs hyalinisés, on le verra tout à l'heure. A noter un peu à plus fort grossissement la présence assez fréquente de globules hyalins. On peut aussi, et c'est décrit dans la littérature, comme on peut essayer de le deviner ici, une cytologie qu'on dit en clou de tapissier, c'est-à-dire en fait le bord apical de nos cellules va être assez arrondi. Au niveau histologique, donc il y a généralement très peu de mitose au sein de ces tumeurs. Les cellules elles peuvent être soit aplaties, soit cubiques, soit comme c'est le cas ici, polygonales. A noter au niveau nucléaire, cette fois-ci, on peut retrouver par exemple ici des noyaux type koilocyte-like. Certains décrivent, bon ça m'amusait de raconter ça, mais certains décrivent dans leur code Bible justement un aspect végétal dans les carcinomes à cellules claires. Donc ici on voit bien la ressemblance, bon, toute proportion gardée bien sûr, mais avec justement un tissu végétal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on avait les papilles qui sont, et là je vous ai pas menti, hein, qui sont extrêmement hyalinisées, comme on peut le voir ici. Là encore, on retrouve nos papilles
assez hyalinisé. On a par exemple ici un doute sur une binucléation, on peut avoir justement nos noyaux encore un peu chiffonnés de type coagulocyte. Sur l'immunohistochimie maintenant, donc les récepteurs hormonaux et à progestérone sont négatifs, ça va être vraiment le marqueur immunohistochimique le plus important sur les carcinomes à cellules claires. Pour le reste des immunohistochimies, donc ce qui va nous intéresser c'est la positivité de l'octopax, très important et je réinsiste dessus, la négativité des récepteurs hormonaux, la négativité de WT1. On peut retrouver un CK7 positif. Les gens ils adorent en parler de l'HNF 1 bêta et de la napsine sur la positivité dans les carcinomes à cellules claires. Néanmoins, attention, c'est des marqueurs immunohistochimiques qui ne sont pas extrêmement fiables. On pense bien, et c'est important dans les carcinomes à cellules claires, de faire les MSI, justement puisqu'on retrouve dans 10 à 20% des cas une instabilité des microsatellites. Et la P53 sera généralement non mutée, mais attention, il arrive dans des cas assez rares qu'elle soit de phénotype muté. En biologie moléculaire, ce qui va surtout nous intéresser pour les carcinomes à cellules claires ovariens, c'est surtout la mutation ARID1A1, la mutation de PIK3CA, comme j'ai dit, donc 10 à 20% des MSI. On peut aussi avoir une mutation de PTEN et enfin une méthylation du promoteur de TERT. Alors maintenant, on va se concentrer sur une association de deux lésions. Donc c'était une patiente qui avait 47 ans et qui présentait une lésion kystique de, je crois, ça faisait à peu près 10 cm de l'ovaire droit. Et on note tout d'abord à faible grossissement la présence de deux lésions assez distinctes. Une lésion kystique simple et une lésion plutôt tumorale d'architecture tubulo-kystique. Alors on va se concentrer tout d'abord sur la zone de gauche. Et à fort grossissement, on observe donc un revêtement de type endométrial qui repose sur un chorion cytogène assez richement vascularisé. Donc ça en fait c'est une lésion d'endométriose et les lésions d'endométriose elles sont généralement kystiques dans l'ovaire et on les nomme endométriome. Maintenant on va se concentrer donc sur notre deuxième lésion d'architecture tubulo-kystique à faible grossissement et à plus fort grossissement. On note cette fois-ci des atypies histonucléaires légèrement plus marquées que sur notre tumeur borderline assez nucléaire de tout à l'heure. On note également, certes, qu'il y a le stroma fibreux assez important, mais quand même que notre contingent épithélial est bien plus prépondérant que notre tumeur borderline tout à l'heure. Et donc ça nous fait poser le diagnostic de carcinome assez nucléaire associé à de lésions d'endométriose, donc avec un endométriome. Maintenant, on va passer sur la partie la plus importante, donc les diagnostics différentiels du carcinome à cellules claires ovarien. Tout d'abord, on va commencer avec la tumeur du sac vitelin. Pour faire la différence, tout d'abord, à faible grossissement, on peut se servir de l'architecture, puisque le carcinome à cellules claires a principalement, comme j'ai dit, une architecture tubulo-kystique, mais également papillaire et solide, tandis que la tumeur du sac vitelin va avoir une architecture principalement réticulée. On peut aussi se servir de l'âge de la patiente, puisque généralement les carcinomes à cellules claires se déclarent aux alentours des 50 ans, après la ménopause, tandis que les tumeurs du sac vitelin, comme toutes les tumeurs germinales, se déclarent principalement vers la vingtaine ou même avant pour certaines autres tumeurs germinales. Et enfin l'immunohistochimie qui peut bien nous aider puisque le SALK4 sera positif dans toutes les tumeurs germinales, donc dans les tumeurs sac vitelin, et le MA-EPAC qui sera positif dans le carcinome à cellules claires. Deuxième tumeur, on reste dans le spectre des tumeurs germinales, c'est le digerminome. Pour faire la différence, on peut s'aider notamment des septafibreux qui sont largement plus prononcés dans le digerminome que dans le carcinome à cellules claires. Au contraire, on a de fins septafibreux. On peut aussi se servir de la population lymphocytaire puisque les digerminomes ont une population lymphocytaire extrêmement marquée. Et enfin l'immunohistochimie, tout comme la tumeur du sac vitelin, on va avoir le SALK4 positif dans la tumeur germinale et EMA-PAC8 positif dans le carcinome à cellules claires. Cette fois-ci, on change de spectre, on va venir sur les tumeurs épithéliales et notamment le carcinome endométrioïde. Là, pour faire la différence, c'est tout simple, c'est les récepteurs hormonaux. Enfin, et là c'est la difficulté, supérieure, c'est pour faire la différence avec un carcinome, une métastase de carcinome à cellules claires du rein par exemple. Et bien pour ça, le plus important, ça va être la clinique et la radiologie. On ne répond pas tout seul à ça. En tant qu'anapathe, c'est impossible. Néanmoins, je vais quand même vous donner quelques petits tips. Donc le PAC8,
on ne peut pas faire la différence. Le CD10 généralement il sera un petit peu plus positif dans le carcinome acido-nucléaire du rein, tout comme le CA9. La napsine et la CNF1B sont plutôt positifs dans le carcinome acido-nucléaire de type ovarien. Mais c'est quand même à prendre avec des pincettes et c'est surtout le travail conjoint avec la clinique et le radiologue qui vont nous aider. Enfin, pour conclure, donc les tumeurs acido-nucléaires se déclarent principalement après 50 ans. Elles sont assez souvent liées à l'endométriose. Principalement, on va retrouver des carcinomes acido-nucléaires dans près de 99% des cas. Les adénofibromes et les tumeurs borderline acido-nucléaires sont extrêmement minoritaires. J'insiste dessus, l'immunohistochimie, donc les récepteurs hormonaux seront négatifs. On pense bien à faire MSH6, MSH2, PMS2 et MLH1 afin de ne pas méconnaître une instabilité des microsatellites. La P53 peut être mutée mais c'est rarissime. Et enfin, on a un pronostic généralement assez sombre si on a une extension extra-ovarienne puisqu'on va avoir une chimiorésistance. Voici mes sources pour la bibliographie et merci à tous pour votre attention.